Mathieu Brun, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques, chercheur avec une spécialisation sur les questions sur le milieu agricole, dont vous êtes issu, il faut le rappeler, et avec un intérêt marqué pour les questions d'alimentation, à l'international notamment, vers l'Afrique, le bassin méditerranéen. Et vous êtes aujourd'hui responsable des études du Club Déméter. Alors avant de rentrer dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui sont les bouleversements dus au Covid sur l'alimentation dans le monde et les circuits d'alimentation, l'enjeu de s'alimenter, ce Club Déméter, c'est quoi ? Le Club Déméter, c'est un groupe de réflexion qui a une forme d'association et qui rassemble 71 entreprises, structures qui travaillent dans l'agriculture et l'agroalimentaire en France. On trouve à la fois, bien sûr, des coopératives, des producteurs et des productrices, des agriculteurs, des agricultrices, mais aussi des fournisseurs de services, banques, assurances, transformateurs, négociants, des acteurs de la logistique, des acteurs de la recherche aussi. C'est quoi, c'est un gros lobby agricole ? C'est plutôt un club de réflexion 4.0 où on essaye de réfléchir à ce qui se passe dans le monde, comment est-ce que le monde évolue, à décloisonner un petit peu les débats. Finalement, on parle assez peu d'agriculture, mais plutôt du monde qui bouge à une vitesse assez phénoménale. Alors tous les ans, vous éditez une revue qui s'appelle le Déméter, dans laquelle on retrouve beaucoup de pistes de recherche, des articles qui sont vraiment passionnants. Et on va évoquer avec vous dans cet entretien le contenu de l'un de ces articles sur les conséquences de l'épidémie de Covid sur l'alimentation dans le monde. Alors, on ne s'en est peut-être pas rendu compte, nous, ici en Europe, parce qu'on est privilégiés, on n'a pas vraiment manqué de nourriture, mais les conséquences, elles sont déjà là, elles vont durer, ce sont des conséquences économiques, des conséquences géopolitiques du Covid, et vous écrivez dans le dernier numéro du Déméter, « Il est des années qui marquent la marche de l'histoire, tel sera le cas de 2020 ». Pourquoi ? Effectivement, 2020 et l'éclatement de cette pandémie mondiale depuis un marché alimentaire en Chine et qui a complètement bouleversé nos modes de vie et nos modes de consommation, d'échange, de travail, c'est une année qui va vraiment changer la manière aussi dont on a notre rapport à l'alimentation, comment est-ce qu'on entretient notre rapport à l'assiette, à ce qu'on mange finalement. 2020, c'est une année qui bouleverse aussi les systèmes alimentaires. Je crois que finalement, chacun chez soi, on a fait ce qu'ont fait d'autres puissances. On a stocké, on a acheté, on a cuisiné. On s'est aussi montré en train de réapprendre l'alimentation, mais aussi de réapprendre ce lien avec l'agriculture. Alors ça, ce sont pour les côtés pratico-pratiques qu'on a eu en Europe, aux États-Unis. Ça n'a pas été le cas de partout dans le monde, de pouvoir avoir les moyens de stocker, de mettre de côté, de s'alimenter convenablement. Et c'est ce que l'on va voir avec vous. Une des grandes conséquences à laquelle on ne pense pas forcément du Covid, c'est, dans un premier temps, des populations qui sont immobilisées et une déstabilisation de la main-d'œuvre agricole. On était ici habitué à avoir des populations d'Europe de l'Est, des Roumains, des Polonais qui venaient travailler dans nos champs en France et tout d'un coup, ce n'est plus possible. Alors, la grande nouveauté, le grand bouleversement, c'est cette impossibilité d'être mobile. Et en fait, on sait comment est-ce que l'agriculture, c'est une activité saisonnière. On plante, on accompagne la plante pour qu'elle pousse, on fait en sorte qu'elle arrive à maturation, puis on ramasse le fruit, la céréale, les animaux, etc. Et on a besoin de main-d'œuvre, en fait. C'est une activité qui est très intensive en main-d'œuvre. Et depuis quelques années, effectivement, on dépend beaucoup des migrants, des gens qui viennent travailler de l'extérieur, mais aussi des gens qui sont en France et qui font le tour de France des saisons agricoles. Et quand on a eu cette situation d'imposition où on ne pouvait plus se déplacer, bien très vite les agriculteurs et les agricultrices se sont dit comment est-ce qu'on va faire pour ramasser ? Il y a une grande partie de l'agriculture, les asperges, les fraises qui ont besoin de bras. Le ministre de l'Agriculture de l'époque avait dit des bras pour nos agriculteurs et pour nos agricultures. En fait, on s'est rendu compte que pour nourrir le monde et pour nourrir la France, on avait besoin d'un ensemble d'acteurs très très différents. Et ces mobilités ont fortement perturbé la manière dont on pouvait récolter et réussir ensuite à vendre, transformer l'agriculture. Pour l'année 2020, la France a plus ou moins réussi à s'en sortir au niveau de ces productions qui manquaient de bras. Est-ce que les Français ont remplacé les populations d'Europe de l'Est qui ne pouvaient plus venir ? Alors ce qui est assez intéressant, quand on a entendu cet appel généralisé, cet appel à la mobilisation générale pour l'agriculture, beaucoup se sont dit moi j'ai du temps, je suis chez moi, ou alors je travaille pas et je peux aller dans les champs. Beaucoup se sont rendus compte que c'est une activité qui est très technique, qui demande des compétences, du savoir-faire. Tout le monde ne peut pas, et moi le premier,
aller à conduire un tracteur, ça je sais encore le faire, mais tailler des arbres, récolter, ramasser, etc., c'est une activité qui est technique. Au final, il y a certaines productions qui n'ont pas pu être ramassées, qui ont été perdues ou gaspillées, ce qui est un vrai problème, mais on a globalement réussi à tenir le coup, en particulier parce que les agriculteurs et les agricultrices se sont énormément mobilisés. Ils ont beaucoup plus travaillé, encore plus qu'avant. Oui, mais ça veut dire que cela marche un an, mais qu'à long terme, imaginez fermer nos frontières ou imaginez se passer de la main-d'œuvre étrangère, même ici, c'est devenu impossible. C'est absolument essentiel de considérer notre sécurité alimentaire à l'aune de ces déplacements de population. Ça vaut pour la France, mais ça vaut pour de nombreux pays dans le monde, on pourra en reparler. Aujourd'hui, on a besoin de ces gens qui viennent de Roumanie, d'Europe de l'Est, mais aussi d'Espagne, etc. Parce qu'il faut aller travailler dans les champs sur une courte période. C'est des activités qui sont très intenses. Donc effectivement, sur le long terme, il faut avoir aussi cette réflexion de comment est-ce qu'on parvient à maintenir notre système alimentaire avec la question de l'employabilité et de l'attractivité des métiers agricoles. Aujourd'hui, le secteur agricole est un secteur qui a du mal à recruter, il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus. Je pense que ce serait intéressant aussi d'avoir un vrai regard sur comment est-ce qu'on peut participer de manière individuelle dans nos métiers, avec les propres talents de la France, à maintenir cette agriculture. Alors ça, c'est pour la France, mais si on élargit un peu le regard et qu'on regarde sur d'autres continents, le fait d'avoir des populations qui ont été immobilisées a été catastrophique pour certains pays. Ça l'a été aussi pour des questions d'activité agricole. Je pense notamment à l'Inde, qui est un des plus grands pays au monde, un des pays les plus peuplés au monde, ou à la Chine. Très vite, on a imposé ces restrictions de déplacement en raison de la propagation de la pandémie. Et on a beaucoup de ménages qui n'ont pas pu aller travailler dans les champs. C'est des ménages qui vivent en ville, et puis quand vient la saison des récoltes pour le riz, le thé ou d'autres céréales ou d'autres matières agricoles, retournent dans leur campagne, travaillent, glanent aussi parfois. Donc c'est à la fois un problème pour la production agricole, pour l'offre agricole, mais c'est aussi et surtout un problème pour ces gens dont les revenus, parfois quotidiens, dépendent de leur activité, souvent dans l'informel, dans l'agriculture, pour survivre en fait. Donc là, on a déjà des conséquences économiques sur d'autres continents, que ce soit l'Inde, on peut penser à l'Asie, on peut penser à l'Afrique, avec un appauvrissement, une précarisation des populations. Là où on a une grande chance dans nos systèmes, notamment le système français, c'est qu'on a eu une des politiques publiques qui était adaptée à cette situation complètement exceptionnelle. D'autres pays dans le monde n'ont pas les moyens, n'ont pas les infrastructures, les outils pour garantir l'emploi de chacun. Et donc là, on voit effectivement des vraies conséquences sur le plan alimentaire, sur le plan économique. On entend encore aujourd'hui des gens qui nous disent, je pense à des collègues au Kenya, entendre des chauffeurs de taxi ou des agriculteurs qui disent on n'a pas peur de mourir du Covid, on a peur de mourir de faim et à la fin du mois en fait, ou même à la fin de la semaine, parce que nos revenus sont parfois journaliers, hebdomadaires, et chaque semaine on achète un petit peu de riz, un petit peu de farine, un petit peu de céréales, un petit peu de tomates, un tas de tomates sur les marchés malgaches. Quand on n'a pas cette rentrée d'argent quotidienne, ça crée des vrais enjeux d'insécurité alimentaire. Une insécurité alimentaire en Asie, en Afrique subsaharienne, qui en plus d'être accentuée par des conflits ou le changement climatique, risque aussi d'augmenter, en tout cas le nombre de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. On n'a pas peur de mourir du Covid, on a peur de mourir de faim. C'est extrêmement fort comme phrase et ça semble tellement loin de nos préoccupations dans une Europe si riche. C'est un luxe, en fait. On a oublié à quel point c'était, finalement, on s'est dit que c'était absolument banal de pouvoir se nourrir 3 fois par jour, à n'importe quelle heure, pouvoir appeler, se faire livrer. Il y a des pays dans le monde où on construit plus de cuisine, par exemple dans les appartements, je pense à Singapour. Autant faire un dressing, ça rapporte plus au mètre carré. Donc ça veut dire qu'on peut, à toute heure du jour et de la nuit, se faire livrer, commander par drone ou autre, l'alimentation qu'on consomme. Et ce luxe qu'on a en Europe, je pense aussi qu'à la faveur de l'épidémie et de la pandémie, on a redécouvert cette alimentation, redécouvert le caractère essentiel dans des situations comme des crises. Derrière chaque crise, il y a une opportunité. Là, il y a la manière de redécouvrir vraiment l'essentiel, la santé et l'alimentation. On voit dans le monde que vous nous décrivez, Mathieu Brun, comment l'importance en fait, des mouvements de population est important. Et quand on arrête ces mouvements de population, on déstabilise l'alimentation qui est quand même un de nos premiers besoins pour vivre sur cette planète. Autre conséquence aussi de l'immobilisation des populations et des transports de manière générale, c'est que les intrants, que ce soit les engrais, le soja, d'autres matières premières, n'arrivent plus dans certains pays pour permettre l'agriculture.
Je pourrais prendre deux exemples qui sont assez, je trouve, éclairants, celui du phosphate et celui de la semence. Le phosphate, on en parle notamment dans le Déméter avec une géopolitique du phosphate. Aujourd'hui, on a Alors, le besoin... phosphate, ça sert à quoi? Alors le phosphate, ça sert c'est un des nutriments essentiels pour les plantes, hein. C'est le phosphore qu'on utilise vraiment pour faire permettre à la plante de pousser, hein. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment un produit qui est essentiel pour la plante. Sans apport de phosphate, elle ne pousse pas, elle ne fait pas son cycle classique de transformation et d'épanouissement, en tout cas pour la plante. Et le nombre de pays qui sont producteurs de phosphate est très limité. Alors on pense bien entendu dans notre voisinage au Maroc, qui est un gros producteur de phosphate. On voit aussi la Chine, par exemple, un petit peu la Russie, dans l'Union européenne, marginalement la Finlande. Donc on a un nombre très limité d'acteurs qui sont capables de produire, de transformer, et d'autres, de l'autre côté, une multitude de gens qui ont besoin de cet intrant pour produire, et qui dépendent donc de ces acteurs-là pour produire avec. Alors, qu'est-ce le qui se besoin de passe circuler. justement quand les bateaux s'arrêtent de circuler, que les ports sont en semi-arrêt parce qu'on n'a pas forcément du monde pour y travailler, que tout le monde est replié chez soi? Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Eh bien, il peut se passer déjà qu'on va utiliser les stocks, parce qu'on a stocké aussi les besoins qu'on avait sur ces intrants, sur les semences et sur d'autres. Et puis on va ensuite, la conséquence qu'on voit, c'est aussi les possibles renchérissements. Quand on a arrêté d'acheter et qu'ensuite on s'est remis à consommer très rapidement, donc le cas des phosphates ou d'autres, a des conséquences sur les marchés. On voit un rattrapage, hein, sur les marchés des matières premières, agricoles et non agricoles. On a eu une forte baisse en 2020 et aujourd'hui les marchés ont tendance un peu à s'affoler. Ce qui ne veut pas dire qu'on aura une crise majeure, en tout cas on a un rattrapage de ces prix. Ça veut dire qu'on va avoir en 2021, 2022, 2023 probablement encore les conséquences du Covid ou elles vont au contraire arriver dans les prochaines années avec beaucoup de retard. On a des systèmes alimentaires qui sont assez résilients. C'est un mot qui est très à la mode, la résilience. Mais il faut oublier que la résilience, c'est un choc et la manière dont la matière se remet ensuite à fonctionner normalement. Le fameux discours sur les mondes d'avant, mondes d'après, etc. Et on est dans une situation où effectivement les effets vont être durables. On a eu un choc et ça va durer longtemps. Alors, j'ai parlé des phosphates, mais on pourrait parler aussi des semences, sauf que ce sont des matières qui sont périssables, qu'on peut stocker un temps, mais qu'il va falloir bien entendu réacheminer, retransformer, reproduire, etc. Et c'est peut-être dans cette direction-là qu'on verra des crises ou des pénuries, de la concurrence aussi, hein, puisque l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir suffisamment à manger face au risque d'une nouvelle crise, d'une nouvelle épidémie. Et on voit comment cet enjeu de nourrir la planète, il n'est pas uniquement pour les pays on va dire du Sud, si on veut être très caricatural, c'est aussi valable dans les pays du Nord. Vous notez dans le Déméter ce chiffre qui est quand même assez fort pour la France. 12% de la population française en 2020 a eu recours à de l'aide alimentaire. On n'était jamais arrivé à un tel niveau de population qui va au secours populaire, au secours catholique, au Restaurant du Cœur, dans des associations, chercher à manger. Les organisations de la société civile en France, que vous avez mentionnées, mais c'est la même chose aux États-Unis et ailleurs, se sont retrouvées face à un afflux massif. Et je pense avant tout à ces deux publics qui sont très importants aujourd'hui et qui ont été révélés par la pandémie. C'est d'un côté les millennials, les jeunes, les étudiants. On a vu ces reportages de jeunes qui devaient aller dans un frigo quasiment vide, devaient ensuite se trouver de quoi se nourrir, parce qu'en fait, ils n'avaient pas accès à un revenu suffisant pour pouvoir s'alimenter. C'est bien là l'enjeu, je pense, principal quand on parle de sécurité alimentaire, c'est l'accès à un revenu pour s'acheter son alimentation. Et ça, c'est un élément qui est très important. Le deuxième public qui a été un peu mis en avant par cette crise, c'est les seniors, les centenaires de demain, qui eux aussi se sont trouvés dans une instabilité assez forte, parfois aussi pour accéder à l'alimentation, pour pouvoir simplement aller au supermarché sans avoir peur. Donc ça rappelle les dimensions essentielles de la sécurité alimentaire, celui d'avoir le pouvoir d'achat, et celui d'avoir les moyens physiques d'accéder à l'alimentation. C'est surprenant ce que vous nous dites. On peut faire le parallèle, vous me disiez tout à l'heure, le Kenya ou des pays africains où des personnes se disent « j'ai plus peur de mourir de faim que de mourir du Covid ». On a l'impression ici qu'on est très protégé contre tout cela. Non, cette précarité, elle déstabilise le monde entier, y compris nos pays riches. Les vulnérabilités alimentaires qu'on a redécouvert à la force de la pandémie et du confinement surtout, ont effectivement un impact très important sur nos modes de vie. Et ce qu'on a souvent considéré comme étant un problème du Sud, l'insécurité alimentaire, est en fait un problème beaucoup plus complexe. Le système alimentaire en France et au sein de l'Union européenne a tenu.
on a des acteurs qui se sont mobilisés, qui du jour au lendemain, au lieu de vendre à des grandes quantités à des restaurants ou à des services de cantine, etc., ont adapté leur production, ont ouvert leurs fermes pour pouvoir vendre quand les marchés de plein vent se sont fermés. Donc c'est cette adaptabilité, cette résilience qui a permis de satisfaire la demande. Sauf qu'en fait, on n'est pas dans des situations où la question de l'accès est encore suffisamment pris en compte, l'accès économique. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous nous racontez qui vont un peu à contre-courant aussi de certaines idées reçues. Vous parliez notamment de la capacité des industriels qui ont eu à transformer des produits qui étaient en des quantités plus impressionnantes pour des cantines, des restaurants, et en faire en petites quantités pour les grandes surfaces. On a beaucoup diabolisé, et les agriculteurs aussi ont beaucoup diabolisé, la grande distribution et les grands producteurs ou les géants de l'agroalimentaire. Là, vous êtes en train de nous dire quelque part, oui, mais c'est grâce à eux qu'on a pu tenir quelque part. Le système alimentaire, les systèmes alimentaires ont tenu en 2020 et ils tiennent encore aujourd'hui, mais surtout pendant le premier confinement, en partie et en grande partie grâce à la grande distribution, parce qu'on a réussi à avoir des stocks, à être approvisionnés. Alors on a vu certains étals qui étaient un petit peu vides quand on s'est rué sur la farine pour faire des gâteaux ou sur le papier WC dans d'autres contextes, mais le système a tenu en fait. Il a dû s'adapter assez rapidement, on a dû peut-être rationner un petit peu, ce qui est un vrai retour sur la scène française et européenne, mais ce système il a aussi tenu grâce à la grande distribution, et grâce à un ensemble d'acteurs qui se sont mobilisés, la complémentarité des systèmes. C'est pour ça que je pense qu'il faut être assez vigilant sur l'approche qui voudrait qu'une solution est la bonne. En fait, il faut plutôt penser en termes de complémentarité des systèmes. Les marchés de plein vent se sont fermés du jour au lendemain. Les agriculteurs ont ouvert leurs fermes. La grande distribution a été là aussi pour répondre à la demande alimentaire. Et je pense que c'est vraiment cette complémentarité de systèmes, cette complexité qui est vraiment un atout pour la France qu'il faut savoir cultiver. Donc un monde idéal où demain nous irions faire nos courses directement à la ferme de l'agriculteur, on va acheter nos carottes, nos patates, nos choux et nos légumes directement chez lui, éventuellement un peu de viande pour squeezer quelque part la grande distribution, redonner plus de valeur ajoutée aux producteurs. C'est pas tout à fait le monde idéal tel que vous l'imaginez, vous alors? En tout cas, c'est pas le monde qu'on voit aujourd'hui. Il y a une vraie reconnexion entre le consommateur et l'agriculteur et l'agricultrice. Mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les agriculteurs ont déjà beaucoup de travail sur leur exploitation pour produire. Si en plus il faut qu'ils soient vendeurs, qu'ils communiquent, etc., ça demande beaucoup d'organisation. Donc là, ils l'ont fait rapidement et ils l'ont très très bien fait. Simplement aujourd'hui, les consommateurs sont aussi retournés vers les systèmes assez classiques parce qu'on a plus facilement accès, parce que la logistique aussi est un élément très important, le kilomètre, etc. Et donc tous ces éléments-là concourent à revenir à une situation dans laquelle on a ces différents modes d'approvisionnement qui sont très importants. Je pense que les filières courtes, les circuits courts vont perdurer et ça c'est quelque chose qui est très important pour structurer les territoires, pour organiser aussi la connaissance du monde agricole par les consommateurs, pour s'approvisionner bien entendu, pour réduire peut-être aussi certains intermédiaires. Mais c'est vraiment cette complémentarité qui est importante. Je pense qu'en tant que jeune urbain vivant à Paris, il faudrait que je fasse quand même pas mal de kilomètres pour pouvoir réussir à trouver mes œufs, mon pain ou ma viande ou mes légumes. Mais à vélo, c'est très parisien. Ça fait quand même partie des idées qu'il faut battre en brèche. Tout à l'heure, on voit comment le fait d'immobiliser des populations, ça amène des conséquences importantes sur le fait de récolter ou pas, que ce soit en France, qu'on soit en Inde, qu'on soit en Afrique. On ne peut plus se passer d'une certaine main-d'œuvre étrangère. On ne peut pas non plus se passer des circuits de distribution, de grande distribution. Ils resteront majoritaires, en tout cas assez longtemps, dans la population pour permettre aussi à tous de pouvoir s'alimenter, que l'on habite à côté chez un agriculteur ou pas. Autre idée reçue sur laquelle j'aimerais bien que vous vous prononciez, c'est cette idée de mondialisation. Face à la crise du Covid, on a aujourd'hui beaucoup de groupes dans l'opinion qui disent c'est une bonne chose, diminuons les transports internationaux, diminuons les imports, vivons pourquoi pas de notre souveraineté alimentaire en France ou en Europe, allons vers une décroissance, vers moins de flux. Est-ce que c'est une piste pour vous de travail qui est sérieuse ? On a l'impression que la manière dont les gens et dont la population répond aujourd'hui à cette crise, à cette pandémie, à ce stress très important qu'ils ont vécu et qu'on a tous vécu, on a l'impression que cette réponse, elle s'organise autour de 3 mots-clés, la démondialisation, la décroissance et du coup la désunion.
Et je crois qu'il faut être assez vigilant sur ces tendances, dans la mesure où la démondialisation, il ne s'agit pas de commercer tout le temps, sans règles, sans standards, sans normes, etc. Il faut de la cohérence et on pourra en discuter. Simplement, l'échange est aujourd'hui un élément très important. On a parlé des circuits courts. Si vous buvez du café, si vous mangez du chocolat, ce sera difficile de trouver ça pour votre petit déjeuner le matin dans vos circuits courts parce que ce sont des produits qui voyagent beaucoup. Alors on a la chance en France d'avoir des territoires ultramarins qui participent aussi à la sécurité alimentaire de la France. Mais le cacao qui vient de Côte d'Ivoire ou d'Afrique de l'Ouest, il circule, il est transformé. Et ça, ce sont des denrées qui sont peut-être pas aussi stratégiques que le blé ou d'autres céréales. C'est le cas du riz aussi. Hein. Mais c'est le cas effectivement du riz, notamment en Afrique subsaharienne ou en Europe. En fait, ce qui est échangé aujourd'hui n'est pas si important. Il faut raison garder là-dessus. Par contre, il y a certaines denrées qui sont stratégiques. Ouais, vous dites quand même 10% 10% de la production alimentaire mondiale aujourd'hui circule dans le monde et notamment 1 calorie sur 5 passe au moins une frontière, c'est pas négligeable hein, comme chiffre. Alors on peut passer une frontière, parfois, regardons l'Union européenne, une grande partie de ce qu'on produit en France est aussi échangé à l'échelle de l'Union européenne. On a des échanges avec les Pays-Bas, l'agneau anglais, le jambon espagnol, etc. Donc tout ça, ce sont des belles complémentarités. Et on a aussi des circuits qui sont un petit peu plus longs, des circuits de proximité régionale, je pense notamment à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Donc oui, il y a 10% du commerce, 10% de ce qui est produit qui circule dans le monde, parfois des circuits très longs, parce qu'en fait, ce qu'on produit, prenons le cas du maïs, c'est la première céréale produite dans le monde, on en consomme partout sur la planète. Par contre, il y a le nombre de pays qui est capable d'en produire suffisamment et d'en exporter, et lui très réduit. Donc on a besoin de ces interdépendances. Soyons vigilants sur les mots, ce n'est pas une question de dépendance, ce n'est pas négatif, mais on a besoin de ces interdépendances pour garantir la sécurité alimentaire. Le problème, ce n'est pas tant d'être interdépendant, c'est de le faire sans coopérer, d'où le risque de cette désunion. On le voit sur la fragmentation à l'échelle de l'Union européenne, sur le multilatéralisme, etc. Et c'est, je pense, un point de vigilance important. Imaginons demain que l'Europe, par exemple, ferme ses frontières et dise, après tout, on est aussi un territoire riche, hein, on produit de tout. Alors, on n'aura pas de cacao, mais on a du vin, on a des fruits, on a des légumes, on a des fleurs, on a des animaux. On peut vivre quelque part, nous, en autarcie en Europe. Quelles sont les conséquences sur le monde d'une telle décision ? Les conséquences, elles sont multiples. Elles sont, je pense, beaucoup d'instabilité. Effectivement, on peut repenser les systèmes alimentaires, consommer plus local, mieux rémunérer les producteurs et les productrices. Par contre, il y a des pays dans lesquels on ne pourra pas le faire. Je pense notamment à l'Égypte, qui est dans notre immédiat voisinage. C'est un pays qui importe plus de 10 millions, plus de 11 millions de tonnes de blé, qui en produit 11 millions. L'Égypte, c'est un don du Nil, hein, comme le disait Hérodote. Donc quand on a enlevé le Nil et ses abords, le delta qui est en souffrance environnementale aujourd'hui, où est-ce qu'on produit ? Avec quelle eau ? Avec quelle terre ? Et donc l'Égypte a besoin de trouver un grain sur deux pour sa propre alimentation sur les marchés internationaux. Alors ça veut dire de pouvoir échanger. Donc si du jour au lendemain, notamment sur le bassin méditerranéen, on a une forme de relation, de coopération, de solidarité qui est très importante vis-à-vis de l'Algérie, du Maroc ou d'autres pays de cette région-là. Si demain on ferme nos frontières, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Bien de l'autre côté de nos frontières, il se passe une augmentation des prix alimentaires, potentiellement aussi des émeutes, de vie chère, des émeutes de la faim, de l'instabilité. Et l'instabilité à nos frontières, ça a toujours des conséquences aussi sur la manière dont nous, on peut évoluer et grandir. Donc soyons, je crois, une fois de plus, précautionneux sur ce repli sur soi, sur ces barrières, sur ces échanges, dans la mesure où ce qu'on peut produire en France, notamment les semences, est utile dans d'autres régions du monde. Ça veut bien dire aujourd'hui qu'on ne peut plus fermer nos frontières. Ce serait une folie de fermer les frontières et d'arrêter le commerce mondial. Je crois qu'il faut rester ouvert dans ce monde qui se ferme, en fait. Les populismes, le développement aussi d'un certain repli sur soi, d'une peur qui est totalement légitime, anthropologique, de manquer, font qu'on a plutôt envie de se refermer sur soi-même, de penser à son assiette,
regarder avant tout ce qui bout dans notre casserole, alors qu'en fait, on doit pouvoir rester ouvert, ce qui ne veut pas dire ne pas respecter des standards et des règles. Le débat aujourd'hui sur la souveraineté alimentaire, c'est aussi un débat autour de ces fameuses clauses miroirs. Comment est-ce que nous, on produit au sein de l'Union européenne et comment est-ce que sur une même production, eh bien, les choses se passent au Brésil, en Chine, aux États-Unis. C'est le cas sur les OGM, sur certains produits qui sont utilisés notamment pour l'alimentation animale. Il y a, je pense, un enjeu de cohérence, un enjeu de commercer en paix, et avec des objectifs communs, de cohérence en termes environnementaux notamment, pour atteindre les objectifs de développement durable, mais aussi les objectifs de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Autre conséquence du Covid, de cette épidémie que vous notez bien dans le Déméter, notamment peut-être plus pour les pays du Sud cette fois-ci, on voit comment les paysans, le monde rural ont voulu, c'est assez humain, d'abord se nourrir eux-mêmes, donc stocker eux-mêmes dans leurs fermes, quitte à moins envoyer de denrées vers les villes moyennes et envoyer encore moins de denrées vers les grandes métropoles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez constaté ? Alors en fait, on a essayé d'étirer un petit peu la situation en faisant un petit jeu de prospective et de scénario. Et on s'est dit, tiens, il y a quand même des situations où on pourrait accentuer encore plus ce repli sur soi. Demain, on pourrait imaginer une ville moyenne ou une grande ville qui sécuriserait ses approvisionnements alimentaires par une ceinture maraîchère, en contrôlant le plus possible son alimentation avec un plan de souveraineté alimentaire et qui n'aurait pas pris en considération les échanges avec d'autres mégalopoles ou d'autres villes. Il y a des villes-mondes sur la planète, des fameux Émirats, des pays qui sont en fait des confettis, mais qui sont très dépendants de l'extérieur. Je pense notamment à Singapour, mais aussi au Qatar, aux Émirats arabes unis, les fameux pays du Golfe. Bien ces pays-là dépendent à 80-90% de l'extérieur pour leurs approvisionnements alimentaires. Et donc si eux, demain, veulent garantir la sécurité alimentaire de leur population, ils sont obligés de passer par ces marchés internationaux. Alors eux, ils ont les moyens, en grande partie, de pouvoir investir, de pouvoir acheter sur les marchés internationaux, de sécuriser leurs approvisionnements alimentaires, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je pense à une grande partie de pays d'Afrique subsaharienne qui sont dépendants des marchés internationaux, notamment sur le riz ou sur d'autres produits, pour garantir cette sécurité alimentaire. Ça, c'est particulièrement intéressant ce que vous dites, et j'aimerais bien qu'on s'y attarde quelques minutes. On voit des stratégies, vous avez cité Singapour, vous avez cité les pays du Golfe, on pourrait citer la Chine aussi, qui sont en train de structurer, de consolider leurs approvisionnements alimentaires. Expliquez-nous comment ils le font. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain, en tant que chercheur ? La base de cette réflexion pour ces États-là, c'est de faire le lien entre la paix sociale et l'alimentation. On se souvient des émeutes de la faim en 2008 à travers la planète. On se souvient des pancartes qui étaient levées place Tahrir en Égypte, où les gens demandaient de la liberté, de la dignité et du pain. Donc, c'était vraiment le printemps arabe. Ça, c'était vraiment le printemps arabe. Il y a un lien très fort en fait entre l'insécurité alimentaire, l'incapacité à s'acheter son alimentation, et la paix sociale, la stabilité sociale. Les élites qui sont aujourd'hui au pouvoir en Chine sont des élites qui ont connu les grandes famines. Elles sont assez âgées. Ce sont des élites qui ont peur de revoir ce spectre de la famine. Et donc pour eux, ce qui est très important, c'est que le riz que les Chinois peuvent consommer, la viande de porc que les Chinois peuvent consommer, le bol des Chinois, il soit rempli, c'est un proverbe chinois qu'on utilise assez souvent, que ce bol soit rempli par le grain des Chinois. Ça veut dire contrôler les approvisionnements alimentaires. Et ça, c'est un élément très important. La Chine le fait en investissant sur l'ensemble du système alimentaire. Elle va prendre des participations dans des entreprises qui produisent des intrants, notamment des semences. Elle va investir dans la logistique. On pense aux nouvelles routes de la soie, ces itinéraires qui sont vus comme des grandes infrastructures portuaires, ferroviaires, maritimes. Acheter le port du Pirée, par exemple, en Grèce, investir massivement d'autres ports dans le monde. En Méditerranée, absolument. Parce que derrière, il y a un objectif, c'est bien entendu de pouvoir continuer à approvisionner le monde avec les produits chinois, mais aussi pouvoir ramener les productions alimentaires et agricoles que la Chine ne peut pas produire. La Chine, elle est numéro 1 en tout, en blé, en soja, en maïs. Par contre, elle est aussi numéro 1 dans le besoin de sécuriser les approvisionnements alimentaires parce que ça ne suffit pas. Ah, on parle beaucoup de la Chine justement, notamment en termes de métaux rares. Elle achète des terres en Afrique, elle achète des terres partout. Elle peut trouver les métaux rares pour comment sécuriser ses approvisionnements pour faire du matériel électronique. Mais vous nous dites qu'elle a la même logique en matière
alimentaire? Est-ce qu'elle est en train d'acheter des champs de blé, des coopératives? Qu'est-ce qu'elle fait, la Chine? Alors on a vu émerger depuis maintenant une vingtaine d'années un mouvement d'investissement foncier, décrit par certains comme de l'accaparement foncier, d'ailleurs assez légitimement. Très vite, on a montré du doigt la Chine notamment, les pays du Golfe aussi. On les a vus investir, acheter, louer du foncier, produire et ramener sur place. Finalement, ce qui se passe aujourd'hui, près de 15 ans après ces grands mouvements, ce sont plutôt des stratégies d'entreprise, des stratégies d'investissement. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on va prendre une participation dans une entreprise qui produit du lait. On va prendre une participation dans une grande coopérative qui fait de l'infrastructure, de la logistique. On va potentiellement aussi louer du foncier. En France, ça marche assez peu parce que notre foncier est à la fois une denrée stratégique, une ressource stratégique, mais aussi parce que les surfaces sont petites. On n'est pas au Brésil ou en Argentine avec des grands champs, etc. Donc on va plutôt être moins présent dans la production primaire, mais dans la sécurisation de tous ces maillons, contrôler des ports, contrôler des bateaux, être présent aussi sur le négoce. On a vu la Chine émerger avec COFCO qui a racheté quelques acteurs majeurs du négoce de produits alimentaires pour avoir un acte souverain, un acte de contrôle souverain. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar font la même chose, de pouvoir contrôler et s'assurer qu'en cas de choc, en cas de risque, en cas de crise, si demain des États comme ce qu'on a vu pendant la pandémie, la Thaïlande et d'autres, veulent protéger leur marché intérieur, qu'eux ne se retrouvent pas dans des situations extrêmement compliquées. C'est le cas aussi donc pour des villes-mondes type Singapour, ils sont sur la même logique? Singapour est sur la même logique pour qui a eu la chance d'aller voir comment se passait cette ville, comment se construisait cette ville. Elle est au milieu d'un environnement géopolitique très complexe, mais elle est aussi particulièrement contrainte sur le plan alimentaire. On a une population avec des classes moyennes, avec des besoins alimentaires très importants. À Singapour, on a aussi la mondialisation qui est là, avec des consommations alimentaires très très différentes. Ce que fait Singapour, c'est à peu près la même chose, c'est qu'elle investit parce qu'elle a une force de frappe financière très importante. Il y a des fonds d'investissement, on pensera notamment à Temasek par exemple, qui prennent des participations, qui investissent. Alors il y a une logique financière bien entendu, mais je crois qu'il y a aussi une logique politique à vouloir toujours contrôler qui peut nous nourrir, comment est-ce qu'on peut se nourrir, parce que si du jour au lendemain on n'a plus de quoi se nourrir, là on fait face à des vrais défis en termes politiques. Et idem pour Dubaï, idem pour des pays arabes? Alors pour les pays arabes qui ont la chance d'avoir une rente très très confortable, je pense au Qatar, aux Émirats Arabes Unis ou à l'Arabie Saoudite, on a cette même stratégie d'externaliser la production agricole. Alors on produit sur place, dans des serres, dans des systèmes hydroponiques, aquaponiques, des légumes, on produit aussi beaucoup de lait et de yaourt, mais les céréales qui restent une base très importante, le blé, le riz, on ne peut pas les produire suffisamment sur place. Ça veut dire qu'il faut pouvoir contrôler les différents maillons. Alors on a un acte souverain dans des États aussi qui sont assez forts et qui contrôlent une grande partie de l'économie, sécurisé avec des investissements, avec des acteurs privés qui vont aller à l'international, acheter ici une entreprise, investir dans une structure en Australie, au Canada et ailleurs, pour toujours pouvoir garantir cette sécurité alimentaire, puisque c'est la clé de leur contrat social ou de leur pacte social avec leur population. Et vous nous dites bien, ce sont des stratégies qui ont déjà 15 ans, 20 ans d'ancienneté. Ce sont des stratégies qui sont mûries, réfléchies, appliquées à des niveaux gouvernementaux à chaque fois. Tous les plans qui ont été mis en œuvre par les Émirats Arabes Unis, le Qatar ou l'Arabie Saoudite prennent en compte la dimension alimentaire, la dimension de construction de stocks stratégiques par exemple. Il y a quelques années de ça, on a vu un blocus imposé contre le Qatar par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Du jour au lendemain, vous avez peut-être vu ces tweets de gens qui se sont rués dans les supermarchés. Là, les étals étaient vides. Parce qu'on fonctionne en flux tendu. On n'est pas du tout sur les mêmes fonctionnements que la France ou l'Union européenne. Et donc très vite, on a vu un État qui a vu 40% de son approvisionnement alimentaire fermé, les routes commerciales fermées, les échanges fermés. Donc là, il y a une peur très importante. Et donc, il y a des stratégies, il y a des politiques, des nouvelles alliances aussi. Le Qatar s'est tourné vers la Turquie, vers l'Iran, vers l'Inde, pour pouvoir avoir son alimentation, pour avoir accès à son alimentation et réfléchit aujourd'hui à avoir des stocks stratégiques. Je pense que c'est une réflexion que la Suisse a, par exemple, au milieu des pays de l'Union européenne, mais qu'on n'a pas forcément au sein de la France ou l'Union européenne, ces stocks stratégiques. C'est extrêmement important ce que vous êtes en train de nous dire. Est-ce qu'on a là les germes
d'un facteur de déstabilisation mondiale. On imagine demain une autre épidémie de Covid, tout le monde est à nouveau bloqué, la main-d'œuvre elle est bloquée, les intrants sont bloqués, bref, on a tous les scénarios, tout le constat que vous nous avez donné depuis le début de cet entretien, mais on va voir quelques pays au monde, la Chine, Singapour, Dubaï, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou la Suisse, qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu parce qu'eux auront sécurisé leurs approvisionnements. Ça ne risque pas de déstabiliser la planète ? Alors, il y a effectivement un risque de déstabilisation. La chance qu'on a eue en 2020, c'est qu'on sortait d'une bonne campagne agricole. Les stocks étaient assez élevés. En fonction des céréales, ça dépend parce que l'appétit de certains pays était très important. Mais on avait une campagne qui était positive, qui était bonne, pas trop d'accidents climatiques. Cette année, pour les prochaines campagnes, on a un peu plus d'incertitudes, notamment sur le Brésil, sur des sécheresses. Et c'est là où on pourrait voir des vrais risques en termes d'approvisionnement alimentaire, un nombre de personnes qui souffriraient de l'insécurité alimentaire qui pourrait peut-être atteindre le milliard alors qu'on a fait beaucoup d'efforts. Et donc là, on se retrouvait dans des situations de forte tension, de forts risques. Bien entendu, les États restent souverains aussi sur leur alimentation et sur leur production agricole. Mais on ne peut pas exclure dans ces scénarios prospectifs qu'on a essayé de dresser, que certains pays, certaines villes-mondes iraient encore plus loin dans le contrôle stratégique de leur alimentation. Et l'Europe dans tout ça ? L'Europe dans tout ça, l'Union européenne, elle est aussi une entité politique qui s'est construite sur la question agricole. L'année prochaine, en 2022, on va fêter les 60 ans de la politique agricole commune qui a été le terreau fertile de la construction européenne. Tout à l'heure, je vous ai parlé de désunion, de fragmentation. On est à un moment charnière où, en plus, la France va prendre la présidence de l'Union européenne. Et on est à un moment charnière où on peut insuffler cet nouvel esprit de coopération au sein de l'Union européenne, notamment sur les questions agricoles, mais aussi sur les questions de transition. Il y a un vrai enjeu à ce que ce nouveau Green Deal, ce grand changement, cette grande politique européenne embrasse vraiment la question de la souveraineté alimentaire et de la sécurité et de la production agricole européenne. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je veux dire, par rapport à des pays comme vous nous avez dit, la Chine, Singapour, les pays du Golfe ou autres qui ont des logiques de sécurisation de leur approvisionnement, l'Europe, elle n'en a pas ou elle est en ordre dispersé sur ce sujet ? Je crois qu'effectivement, elle est assez en ordre de dispersé parce qu'en fait, on est sur une unité politique avec des décisions locales, nationales, et c'est important de pouvoir garantir aussi cette indépendance de chaque État. Par contre, avoir une réflexion, une cohérence des différentes politiques publiques européennes, je pense notamment aux règles et aux restrictions, aux normes qu'on impose à notre agriculture, qui sont parfois un peu différentes de celles qu'on impose aux produits qui rentrent de l'extérieur. Il y a un vrai enjeu autour de ça, commençons par harmoniser, par être cohérent, par effectuer ces mesures miroirs à ce que les produits qui viennent de l'extérieur soient au même standard que ceux de l'Union européenne. Là, il y a un vrai enjeu. Il y a aussi, soyons objectifs et soyons ambitieux, d'augmenter certaines productions agricoles. Je pense notamment aux protéines végétales. Il y a un vrai enjeu d'indépendance protéique au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on dépend beaucoup des marchés internationaux pour le soja qui sert à nourrir les aliments, l'alimentation, le bétail, etc. Et cette dépendance protéique, elle pose des vrais problèmes aujourd'hui, dans la mesure où les filières ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin d'être construites. On a un plan protéique en France qui est très ambitieux et qui va être inscrit aussi dans la relance post-Covid. Et quand on pense protéagineux, alors ça peut paraître loin de beaucoup de personnes en fait, mais ce sont des plantes qui, en plus de stocker du carbone et donc qui participent à la lutte contre le changement climatique, sont utilisées pour l'alimentation animale. Il y a des coproduits pour faire plein d'autres choses, du bioplastique, de la midonnerie. On peut faire plein de choses avec ces plantes-là. Et on a là une filière stratégique à accompagner, à construire pour renforcer l'indépendance de l'Union européenne en matière protéique. Mathieu Brun, on voit avec vous depuis le début de cet entretien comment, quelque part, le Covid bouleverse les équilibres alimentaires sur Terre et aussi révèle des stratégies chez certains, des failles chez d'autres. Et vous avez tenté dans ce Déméter d'imaginer d'autres scénarios. Après tout, qu'est-ce qui peut se passer demain si le Covid revient, si on a une nouvelle immobilisation ? Vous avez travaillé en point de départ sur les Jeux Olympiques de Paris en 2024, et en se disant à Paris en 2024, on a un nouveau virus type Covid qui crée une pandémie qui apparaît à Paris, et comme toute la population mondiale est rassemblée ici, tout le monde le ramène par avion chez lui dans toute la planète.
Et là, 3 scénarios possibles. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, ces 3 scénarios différents? C'est un exercice intellectuel qui est assez intéressant. On est parti de ce détonateur qui était les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et on s'est dit qu'est-ce qui aurait pu se passer entre aujourd'hui et 2024 pour qu'on ait des situations très contrastées et volontairement contrastées. Et ce qu'on aime bien, c'est essayer de, comme vous l'avez dit, de mettre l'accent sur certaines choses. On a donc défini 3 scénarios. Le premier, qui est le plus optimiste, c'est un scénario d'espérance, de multilatéralisme. On voit aussi potentiellement l'élection de Joe Biden aux États-Unis comme étant un signe de ce multilatéralisme. Alors, on pourrait en discuter pendant longtemps. Premier scénario, grosso modo, comme vous dites, signe d'espérance, Joe Biden aux États-Unis et la Chine parviennent à s'entendre. En quoi c'est indispensable? C'est indispensable parce que ce sont déjà les 2 grandes puissances majeures aujourd'hui, avec bien sûr la participation de l'Union européenne. Sur le strapontin. Comment? L'Union européenne sur le strapontin. Bah alors, oui, peut-être sur le strapontin, mais on est là dans un contexte économique et politique qui répond de ces 2 grandes puissances en fait. Et quand elles ne s'entendent pas, ce sont tous les marchés internationaux qui sont profondément bouleversés. Quand la Chine impose aux États-Unis ou que les États-Unis imposent à la Chine des barrières commerciales, ça crée un changement énorme. La Chine, parce que c'est une puissance démographique très importante, quand la Chine décide ne serait-ce que d'acheter 10% en plus ailleurs, ça bouleverse complètement les marchés internationaux, sur les masques, sur les denrées alimentaires, sur énormément de produits très très différents. Tout l'enjeu qu'on montre dans ce premier scénario, qui est un chemin d'espérance, c'est de redynamiser le souffle du multilatéralisme et de la coopération. On a réussi, bon gré mal gré, à coopérer ensemble pour lutter contre la pandémie avec la vaccination. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, ça c'est certain, mais on peut aussi continuer cette trajectoire-là de coopération, de redynamisation du multilatéralisme, de coopération internationale pour atteindre certains objectifs qu'on se fixe. Et donc, en 2024, on pourrait être dans une situation où on a des institutions internationales qui fonctionnent. Programme alimentaire mondial qui fonctionne bien aussi. Un programme alimentaire qui fonctionne très bien, des institutions multilatérales, une OMC qui est relancée, des accords commerciaux qui respectent aussi les engagements de Paris dans le cadre de la Convention climat. Vous voyez bien que c'est teinté d'optimisme, hein, mais c'est l'objectif, c'est de dire est-ce qu'on peut aller sur ce chemin d'espérance, ce chemin de multilatéralisme et de coopération? Donc grosso modo, scénario 1, finalement, les États-Unis et la Chine s'entendent, on régule un peu le commerce mondial, on aide les pays qui ont des difficultés avec le programme alimentaire mondial, peut-être qu'on fait certains efforts ici ou là pour diminuer notre consommation de viande, de légumes ou autre, mais ça passe, on arrive à nourrir la planète. Scénario 2. La coopération entre la Chine et les États-Unis est difficile et là vous parlez d'une léopardisation du monde. C'est quoi une léopardisation du monde? En fait, il faut prendre cette image de la peau de léopard où on aurait des taches, des poches, en fait, un peu comme ce qu'on disait sur Singapour, sur la Chine ou sur Dubaï, des poches de mégalopoles, des poches de villes-mondes, de villes très puissantes hein, qui auraient surpassé un petit peu les États. On le voit, elles sont très puissantes, les villes aujourd'hui. Bien entendu, Mexico, Le Caire, Paris, etc. sont des villes qui ont une certaine forme de puissance. Après cette pandémie, entre 2020 et 2024, les villes auraient pu faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire s'assurer de contrôler la sécurité alimentaire, d'ériger une forme de bunker alimentaire et de se protéger de l'extérieur. Et donc c'est cette léopardisation du monde, cet archipel en fait, de villes qui résistent face à des campagnes qui, elles, sont un petit peu délaissées. Et c'est aussi ça qu'on essaye de mettre en avant, c'est ce besoin de reconnexion entre les villes et les campagnes. Alors on est dans un monde qui est toujours plus urbain, mais on a aussi besoin de campagnes qui sont dynamisées, de territoires qui sont vivifiés. En Afrique, la question se pose aussi, et on a besoin, une fois de plus, de coopération. Donc c'est ce chemin dangereux de repli sur soi, de découplage, de séparation, qui est décrit dans ce deuxième scénario. Ce deuxième scénario, les villes finalement gagnent en puissance, elles ont leur propre circuit d'alimentation et c'est plus facile quand on habite une ville comme Los Angeles ou Berne par exemple que quand on habite Le Caire ou Delhi au niveau richesse et au niveau sécurisation, donc un monde qui serait quand même bien déstabilisé. Troisième scénario, alors là pour le coup, les États-Unis et la Chine qui font l'équilibre du monde ne s'entendent plus du tout et vous êtes sur un scénario de repli. Tous les pays se replient sur eux et on fait le bunker chacun chez soi. Qu'est-ce qui se passe?
Là, on est donc sur la prolongation d'une tendance déjà très forte, notamment sur le populisme et le repli sur soi, la désunion dont je vous ai parlé tout à l'heure, la démondialisation et cette forme de décroissance très importante. Donc on est dans une situation où chacun ne coopère plus. Dans le deuxième scénario, les villes peuvent coopérer entre elles, elles peuvent s'échanger, elles peuvent avoir le même agenda stratégique, alors que là, pas du tout. C'est la fin du multilatéralisme, c'est la fin de la coopération, et c'est le règne du chacun pour soi et du repli sur soi. Ceux qui ont de la chance, la France au premier rang avec son agriculture, si on parle que d'alimentation, avec son agriculture, elle peut parvenir à subvenir à ses besoins en s'adaptant, peut-être aussi en ayant quelques changements importants sur le plan des régimes alimentaires, mais d'autres ne seraient pas dans cette situation-là. Donc on verrait éclater des poches d'extrême pauvreté, des poches d'extrême violence aussi. On a parlé de l'Égypte, du Caire et d'autres villes en Inde et ailleurs, et donc des contrastes très importants, une situation vraiment du chacun pour soi, du chacun chez soi, une prolongation de cette tendance à regarder uniquement son assiette sans penser aux autres et aux échanges qu'on peut avoir avec les autres. Et là, donc, une déstabilisation très forte de l'équilibre mondial. Un dernier mot, si vous voulez bien, Mathieu Brun, pour clore cet entretien sur un continent qui vous tient à cœur, parce que vous l'avez beaucoup parcouru et étudié, qui est l'Afrique. Et vous écrivez là aussi, entre autres, le 21e siècle sera africain. Ça veut dire quoi ? Alors déjà, parler d'Afrique, il faut toujours parler au pluriel de l'Afrique parce que c'est un grand continent, c'est 54 pays, autant de situations très contrastées sur le plan géographique, climatique, environnemental, culturel aussi, religieux, etc. Quand on dit dans l'ouvrage que le 21e siècle sera africain, c'est parce qu'on a souvent considéré que le 20e siècle était le siècle de l'Asie, avec l'émergence de la Chine, les dragons asiatiques, etc. Et le 21e siècle, sera celui de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que déjà, on aura une population très jeune, alors que partout ailleurs sur la planète, on aura une population qui sera plutôt vieillissante. Un quart de la jeunesse sera africain. Un quart de la jeunesse sera africaine. Toutes les naissances qui vont venir en Afrique demain seront autant d'enjeux de développement durable, de développement inclusif autour de ces grandes questions que sont notamment l'agriculture. Donc on aura une jeunesse qui sera là très présente. Il faudra offrir des emplois à cette jeunesse. On aura des géants. Alors on a parlé de l'Égypte, on pourrait parler du Nigeria, de l'Éthiopie, avec des croissances de la population, des croissances démographiques très importantes et donc des vrais enjeux en termes de développement. Alors que l'Europe va vraiment vieillir, l'Asie va beaucoup vieillir, l'Amérique aussi va vieillir et que la population mondiale, à partir de 2050-60, globalement, va baisser. On a un continent qui, lui, croît énormément, c'est le continent des seniors. La seniorisation de la société est très très importante, y compris à l'horizon 2030. On aura en fait beaucoup de seniors au sein de l'Union européenne, au sein de l'Europe, en Chine. Et alors qu'en miroir de cela, on aura une jeunesse qui aura énormément d'envie, d'opportunités. On voit déjà le tissu d'innovation très important en Afrique. Mais je voudrais insister sur un élément, c'est celui de l'importance des zones rurales. On a longtemps considéré les Afriques à l'aune de la ville intelligente, la ville qui répond aux besoins de tous. Donc il ne peut pas y avoir de développement urbain, de développement équilibré sans une vraie politique, sans un vrai accompagnement des ruralités. Demain, en Afrique subsaharienne, dans le continent africain, il y aura toujours plus de ruraux. Ce ne sera pas un continent qui sera 100% urbanisé ou même 50% urbanisé. Il y aura, en termes d'effectifs, de quantité, il y aura toujours plus de monde dans les campagnes. Il va falloir leur offrir des opportunités économiques, il va falloir accompagner le développement de l'agriculture. Et donc ça passe par de l'innovation, mais aussi par beaucoup de coopération. Et je pense que c'est un élément qui est vraiment structurant pour le continent. Il y a beaucoup de dynamiques qui sont intéressantes, une zone de libre-échange qui se construit, des échanges, une unité politique, des dynamiques très importantes. Mais il y a aussi le changement climatique, les conflits qui font vraiment peser un lourd tribut, en tout cas, et des inquiétudes très importantes sur le futur du continent africain. Il ne s'agit pas de dire que demain l'Afrique va débarquer en Europe ou en Asie. Il s'agit de dire que le continent africain veut son développement, veut une trajectoire de développement qui soit adaptée à sa population, à ses attentes et à ses envies. Et avec un enjeu alimentaire qui va être là aussi très important. Avec un enjeu alimentaire qui va être en particulier conditionné par le changement climatique.
une baisse des rendements très importante sur des productions qui n'ont pas été suffisamment soutenues en termes de recherche et d'innovation, notamment sur les semences. Un exemple assez simple, il n'y a pas suffisamment d'innovation pour répondre à ces changements climatiques qui déjà touchent le continent africain. Quand on vit au Sénégal à l'intérieur des terres et qu'on va avoir plus 8 ou plus 9 degrés, dans une situation où en période chaude il peut faire déjà 36, 37, 38 degrés, bah, ça va pousser les gens à se déplacer, à aller plus au nord parce qu'il fera plus frais, à aller en ville parce que ce sera plus simple, et ça va créer beaucoup d'instabilité. Et la question alimentaire derrière ça, elle est très présente, et je pense qu'elle est structurante aujourd'hui, et c'est loin d'être une question dépassée et vieillotte, hein. L'agriculture a de l'avenir, et il faut vraiment cultiver cet avenir. Et justement, en termes de conclusion, s'il y a un élément en fait qui surgit dans votre tête en pensant à ces mois ou années que l'on a vécu et qu'on va continuer à vivre avec un confinement qui s'arrête ici, mais pas forcément partout, quelle est la grande surprise pour vous de cette période? La grande surprise pour moi, c'est peut-être, je ne vais pas être très consensuel quand je vais dire ça, mais c'est le consommateur. On avait avant un client roi, et aujourd'hui on a un consommateur qui est beaucoup plus en recherche d'informations, de transparence. Donc ça veut dire plein de choses pour les entreprises qui auront besoin de toujours mieux se raconter, de toujours mieux communiquer, parce qu'on peut aller chercher l'information, hein. Nutri-Score et autres sont des bons exemples. Donc si le 21e siècle était celui de l'Afrique, peut-être que ce sera aussi celui du consommateur. Pas le consommateur roi, mais le consommateur qui se reconnecte à son environnement de consommation, et donc aux agriculteurs et aux agricultrices.